Sony cyber attack is estimated to have cost hundreds of millions of dollars in damage. It was a state-sanctioned attack that has many Americans asking, if that is what North Korea can do to a movie company, how vulnerable is our critical infrastructure? How vulnerable is our electric grid? You know, what if electricity was cut off? I mean, that obviously could be a dark chapter. Plus ils vont être connus, plus ils vont faire peur, plus les victimes vont leur céder. Je m'appelle Ravin Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. Si je vous dis Corée du Nord, j'imagine que vous n'associez pas forcément ce pays qui n'a même pas Internet et qui rêve de la DSL et d'une fibre optique avec l'une des nations les plus dévastatrices en termes de hacking. Et pourtant, entre le hack de la Banque du Bangladesh, le piratage de Sony et les multiples détournements de fonds en crypto-monnaie, le Lazarus Group représente peut-être l'une des plus grosses menaces de notre cyberespace. Ces guerriers de l'écran auraient d'ores et déjà réalisé plus de 2 milliards de profits pour la Corée du Nord. Focus sur le Lazarus Group, sans doute la plus grosse menace de notre cyberespace, le bras armé de la Corée du Nord. Lazarus, c'est un groupe qui est tellement sophistiqué qu'on connaît très peu l'ampleur de toutes leurs opérations. Ça a fait réagir tout le monde sur toute la planète. On sait qu'ils sont coupables, mais on peut rien faire. Imaginez-vous, vous travaillez chez Sony, on est un 24 novembre au petit matin, vous amenez les croissants, vous amenez les cafés aux collègues, vous allumez votre ordi, et là, vous découvrez l'image que j'ai actuellement sous les yeux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que les employés de Sony ont vu un matin en arrivant en bureau un 24 novembre 2014. C'est-à-dire un virus. On peut voir un squelette rouge gigantesque et c'est signé par les gardiens de la paix. Alors, comment ont-ils fait? Pour hacker Sony, un bon phishing des familles. On se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, on a une cible, un employé de chez Sony, on lui envoie un email de phishing dans l'espoir de le pirater. Par la suite, on a découvert dans un mémo du FBI que ce n'était pas du simple phishing. Une fois le premier employé infecté, le virus s'est propagé et déployé sur l'intégralité du réseau de chez Sony, histoire de rendre le hack encore plus violent. Une entreprise comme Sony peut être hackée facilement. On pourrait imaginer qu'une entreprise comme celle-là, elle soit protégée, surtout qu'elle fait de l'audiovisuel. Donc elle a du matériel informatique en permanence. Eh ben non. Comme nous tous, en fait, et c'est ça qu'il faut retenir aussi, nous sommes tous vulnérables. La question, c'est est-ce qu'on est préparé? Forcément, le bilan a été extrêmement violent. Le Lazarus Group a dérobé plus de 40 gigas de données turbo-confidentielles de Sony et ont commencé à faire fuiter des contrats, des documents de négociation, des correspondances internes, une liste des salaires et des bonus des employés de Sony. On a même des visas et des passeports de stars d'Hollywood. Le hack a été dévastateur pour Sony. Ils ont dû complètement reconstruire leur infrastructure informatique depuis zéro. Reset total. Tiens, des pirates informatiques utilisent l'infiltration, l'exfiltration de données, et là on découvre qu'une cyberattaque, ça va bien plus loin que simplement ma carte bleue, ou tout simplement attaquer les données de ma grand-mère, de ma cousine. Non, ça peut perturber une entreprise de plusieurs dizaines de milliers d'employés. C'était plus une démonstration donc, de force et un rappel à l'ordre vis-à-vis donc, de l'industrie du cinéma aux États-Unis. Ce qui a été fait avec succès, la preuve est qu'on en parle aujourd'hui après plusieurs années. Le bureau du FBI à San Diego pointe du doigt la Corée du Nord. Apparemment, il semblerait que Kim Jong-un n'aurait pas trop kiffé le film The Interview produit par Sony, qui raconte l'histoire de 2 journalistes américains mandatés par la CIA pour assassiner le fameux dictateur. Ce film, produit par les studios Sony, avait sorti une bande-annonce en juin 2014. À l'époque, il y avait même un porte-parole du régime nord-coréen qui avait dit que c'était un acte de terreur gratuit et qu'une réponse impitoyable serait donnée si jamais le studio venait à sortir ce film. Ce qui est intéressant avec cette attaque, c'est que ça a fait réagir tout le monde sur toute la planète. Regardez, des pirates informatiques veulent faire plier une énorme entreprise cinématographique parce que cette dernière va diffuser un film qui ne nous plaît pas. En tout cas, la punition était là. Vous avez fait et vous avez créé un film,
on veut pas que vous le sortez là, dans les cinémas, on va vous punir. There's speculation the hackers are linked to North Korea, with the government there calling the film about its country an act of war. Le gouvernement nord-coréen dément toute attaque. Mais, aussi fou que cela puisse paraître, il salue l'action des hackers et exige carrément le retrait du film The Interview. Au final, Sony renonce à sortir le film en salle. We will not be stopped. Oh, North Korea, they got nothing. Zero. Nothing. USA! USA! Tout le monde est prévenu. Si vous faites des reportages sur la Corée du Nord, vous devenez une cible. C'est la première fois de l'histoire d'Hollywood qu'un film est plus ou moins déprogrammé, se voit chamboulé à cause d'un hack. Ce qui est marquant dans le hack de Sony, c'est surtout que ça touche nos démocraties et notre liberté d'expression. Donc pour les Américains, ça a été un choc assez énorme. Les cyberattaques, quand elles sont dirigées contre nos démocraties, sont toujours dangereuses, et notamment pour les libertés quelles qu'elles soient. Et bien sûr la liberté d'expression. Ça touche le cœur des États-Unis et même mondialement, ça a un effet très émotionnel. Voilà comment le Lazarus Group se fait connaître du grand public en 2014. Cette histoire est déjà complètement folle. Mais quelque part ici, la réalité dépasse la fiction. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Kim aurait eu un ego surdimensionné au point de perpétrer le hack de Sony ? Sur une population de 25 millions d'habitants, seul 1% a accès à Internet en Corée du Nord. Le gouvernement aura au moins réussi quelque chose, former une élite de pirates informatiques, sans doute les plus compétents du monde. Et pour y parvenir, ils sont biberonnés au lait de l'idéologie de Kim. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend à coder, et ils se spécialisent soit dans l'espionnage politique et économique, qui est quand même plus classique et plus propre à une agence de renseignement étatique, soit on les dirige vers le cybercrime, une vocation bien moins noble, mais bien plus lucrative. Embrigadés et hyper spécialisés, ce sont des hackers prêts à tout. On leur promet un grand avenir, de servir la cause. Pour eux, c'est un honneur incroyable. Il y a tout un cursus universitaire, plus ou moins, donc de recrutement qui est fait donc à l'état du gouvernement, où les talents potentiels sont identifiés. Ces talents sont ensuite dans des formations spécialisées et ensuite intégrés donc dans ces équipes offensives. Évidemment, à l'issue du hack de Sony, une enquête privée est menée par différents spécialistes qui s'appelle Opération Blockbuster. Leur conclusion confirme celle du FBI. Pour eux, le hack a été fait par une organisation structurée, motivée et avec des ressources. Ils vont analyser l'horodatage des comptes pour élaborer un profil type des pirates. Grâce à cela, ils identifient une zone géographique grâce aux horaires de connexion des hackers. Après analyse, cela semble correspondre au fuseau horaire asiatique. Alors, bien évidemment, tous ces hackers ne travaillent pas en Corée du Nord, là où l'accès à Internet est turbo-limité, mais on sait d'ores et déjà que le Lazarus Group aurait plusieurs antennes dispersées un petit peu partout, notamment en Chine, en Biélorussie, en Russie, en Inde ou en Malaisie. Ils peuvent habiter à l'étranger, le plus souvent en Asie, ça peut être en Thaïlande ou aux Philippines, etc. Ils vont avoir des conditions de vie supérieures aux conditions de vie dans leur pays. En fonction des attaques et des campagnes donc, qui sont menées avec succès, ils peuvent garder donc une commission par rapport à ça, un pourcentage. C'est quelque chose qui motive énormément donc, les potentielles nouvelles recrues. L'opération Blockbuster s'est forcée à retracer les premiers agissements du Lazarus Group. Ces premières attaques ciblent principalement le voisin direct de la Corée du Nord, leur ennemi de longue date, la Corée du Sud. Ils sont remontés jusqu'à 2009, avec une campagne en cyberespionnage du gouvernement sud-coréen, intitulée Opération Troy, et qui aurait duré jusqu'en 2013. En 2011, Opération 10 Days of Rain comprend 10 jours de pluie, durant lesquels plusieurs institutions sud-coréennes dans le domaine des médias et de la finance se sont fait hacker et ont subi des attaques DDoS. Une attaque DDoS, c'est un petit peu l'équivalent de si vous essayez de faire rentrer 15 éléphants à travers une porte. C'est l'équivalent d'une surcharge de trafic. Ensuite, en 2013, on a Dark Seoul. Un nouveau virus contre des médias et des institutions sud-coréennes, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est un virus wiper qui cherche à détruire l'intégralité des données présentes sur les serveurs et à les rendre totalement inutilisables. Toutefois, lorsque notre bon vieux Kim arrive en 2012 au pouvoir, il réalise l'opportunité qu'il a sous la main. Et cette fois-ci, il décide de changer de cible. Il va prendre son armée de hackers et va l'utiliser pour autre chose, financer le programme nucléaire de la Corée du Nord.
On parle vraiment d'un objectif qui est très très différent de tous les groupes criminels qui peuvent agir de façon indépendante, principalement parce qu'il y a un État donc, qui est derrière et un but financier donc, qui est très très précis et qui a un enjeu international. La situation de la Corée du Nord, on la connaît globalement, puisque c'est la même depuis très longtemps. C'est un État qui est isolé, c'est un État qui est dictatorial, c'est un État qui peine à trouver des marchés, du financement, et qui a une notion de la liberté qui n'a rien à voir avec celle de l'Occident. Il faut reconnaître qu'à part cette armée de hackers, le pays est dans un désert commercial. Ils n'ont pas de business avec les autres pays, et donc le Lazarus Group est sans doute l'unique façon pour Kim de gagner un petit peu d'oseille. On sait quand même que le Lazarus Group appartiendrait au Bureau général de reconnaissance, qui est en fait l'équivalent de la CIA, mais pour Kim. Mais aucune preuve concluante pour relier directement le Lazarus Group à la Corée du Nord. À partir de 2014, le rythme des attaques va sérieusement s'amplifier. Ce qui au début n'était qu'une petite averse va devenir un véritable torrent et un océan de gros billets va pleuvoir sur la Corée du Nord. Alors là, mes frères, on va tout simplement parler de mon histoire préférée lorsqu'il s'agit de hack de banque, puisqu'on va s'intéresser au hack du Lazarus Group sur la banque centrale du Bangladesh avec un objectif fou, voler 1 milliard de dollars. Lorsque Lazarus Group attaque la banque centrale du Bangladesh, on assiste quand même à une bascule. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils étaient essentiellement en train de détruire. Là, ils sont allés chercher de l'argent. Ça peut paraître énorme comme ça, mais ils ont été très malins. Sans être désagréable pour le Bangladesh, l'informatique et la législation est très légère. En mai 2015, aux Philippines, on a 2 hommes qui se rendent dans une agence bancaire de RCBC sur Jupiter Street à Manille. Et vous allez voir que ce détail a toute son importance pour notre histoire. Ces 2 hommes ouvrent en tout 4 comptes bancaires avec juste $500 de dépôt sous une fausse identité à chaque fois. On se téléporte désormais en janvier 2016. Un employé de la Banque centrale du Bangladesh consulte son email, fait son travail normalement, mais se fait malheureusement avoir par un email de phishing sans le savoir. Cet employé va permettre aux hackers de diffuser un virus, un malware qui permet aux hackers d'accéder au réseau interne de la banque et d'étudier minutieusement les transactions quotidiennes. Le pirate informatique, il n'a pas besoin d'être un génie, ça n'existe pas. Il a juste besoin de l'occasion qui fait le larron. Il a besoin d'avoir une seule fois de la chance, ce pirate informatique. Lazarus a peut-être eu de la chance une fois pour une major de cinéma. Il a peut-être eu une chance une fois pour une banque. Il avait la bonne faille, la bonne porte d'entrée, il a sauté dessus. 1 mois plus tard, un jeudi de février, qui marque donc le week-end pour un pays musulman comme le Bangladesh, et donc la fermeture de la banque, le Lazarus Group démarre la phase action du plan. Voler 1 milliard de dollars. Pour virer des fonds, ils sont obligés de passer par SWIFT. SWIFT, c'est un petit peu comme la colonne vertébrale du système bancaire actuel. L'attaque contre la banque centrale du Bangladesh, c'est aussi l'attaque de SWIFT. Et ça, c'était vraiment catastrophique. Qu'est-ce que c'est SWIFT ? SWIFT, c'est une société coopérative dans laquelle vous allez retrouver toutes les institutions financières mondiales. Le système SWIFT, c'est un système bancaire qui a été instauré pour permettre de faire des échanges internationaux. Ça permet d'accélérer les virements et les traitements entre eux. Alors, pour être très clair, SWIFT ne procède pas au virement bancaire, seulement à un ordre de paiement chiffré et sécurisé, sur lequel la banque va, elle, s'exécuter. Grâce à ce fameux virus qu'ils ont déployé 1 mois plus tôt, le Lazarus Group parvient à récupérer les identifiants de connexion SWIFT d'un employé de la banque. Ils ont simplement pu se connecter au réseau SWIFT de la Banque centrale du Bangladesh comme un véritable employé, avec de véritables informations de connexion. Impossible donc d'éveiller les radars des divers outils de cybersécurité mis en place. Et une fois que vous avez Lazarus dans ce système-là, là c'est catastrophique parce que ce système qui est coopératif, donc c'est-à-dire qui appartient à toutes les institutions financières, c'est un outil de confiance. Et la confiance dans l'économie, c'est la base. Quand il n'y a plus de confiance, il y a des krachs boursiers. Donc que SWIFT soit corrompu, ça aurait pu être dramatique. Les Nord-Coréens vont alors procéder à 35 ordres de virement qui vont atteindre la modique somme de 951 millions de dollars. Et ils n'envoient pas ces ordres de paiement n'importe où. Ils les envoient à New York, à la Fed, Federal Reserve Bank. À ce moment-là, pour le Lazarus Group, le plan se passe à merveille. À New York, il y a 5 ordres de virement qui sont déjà partis
Mais par miracle, un mot est venu blacklister les 30 ordres de virement restants. Le mot Jupiter, qui, si vous vous souvenez, était le nom de la rue dans laquelle les comptes bancaires avaient été ouverts aux Philippines, est en fait un mot-clé faisant référence à une société d'export qui avait été blacklistée pour ne pas avoir respecté les embargos des États-Unis envers l'Iran. Pure coïncidence. Énorme coup dur pour les hackers, 870 millions de dollars bloqués sur un mot-clé. Donc le transfert a été bloqué, donc il y a seulement entre 10 et 20% du montant donc, qui a été envoyé. Ça a été envoyé vers les Philippines. Une fois arrivé aux Philippines, une grosse partie de l'argent a été blanchi à travers les casinos. Macao étant un casino à ciel ouvert, avec un petit peu de créativité et un petit peu de chance, il suffit d'all-in sur le rouge ou le noir pour essayer de blanchir son argent. Au final, ils ont quand même réussi à récolter 81 millions de dollars. Ils ont d'abord transféré cet argent sur les 4 comptes initialement ouverts aux Philippines, puis transféré à Macao. Jusqu'à ce jour, le hack de la Banque du Bangladesh est peut-être le plus beau braquage de banque réalisé, sans armes, si ce n'est un clavier, une souris et un employé qui a malheureusement fait un clic. L'attaque, en tout cas, de cette banque au Bangladesh, 81 millions de dollars, ça a fait trembler beaucoup d'investisseurs. Quoi? Des pirates informatiques, un vendredi soir, ont cliqué sur leur souris et ont volé 81 millions de dollars. Mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire chez moi? Donc du coup, ça a inquiété pas mal de gens. Sauf que là, en plus, on a peut-être un pays qui a demandé à ses pirates étatiques de voler de l'argent pour 80 millions de dollars. Ça payera 2-3 boulons peut-être pour un nouveau missile nucléaire. Après tout cela, on pourrait penser que l'appétit de Kim est rassasié par le hack de la Banque centrale du Bangladesh. Mais pas du tout. Il change de cible. Fini les banques classiques. Les hackers de Kim ont une nouvelle proie en vue, comme la plupart des autres cybercriminels de l'époque, la crypto-monnaie. Lazarus, c'est un acteur qui s'attaque à beaucoup de cibles différentes. Et là où il y a un intérêt, ces groupes-là s'organisent et travaillent. L'intérêt de Lazarus dans la crypto, c'est qu'ils ont une très bonne connaissance en sécurité informatique, en technique, et que eux regardent vraiment comment utiliser ces systèmes-là crypto pour tirer parti et créer des attaques. Le Lazarus Group est passé partout. Ils ont brûlé cette scène à petit feu. De l'autre côté, on a un Bitcoin en plein essor, moins répandu et moins contrôlé par les États. Concrètement, le pivot paraît logique pour Kim. L'acteur principal dans tout ce qui est donc, cybercriminalité donc, dans le domaine des crypto-monnaies est Lazarus Group. Une estimation réalisée en 2018 montre que sur les 14 attaques perpétrées sur les échanges crypto, plus des 2/3 de ce butin auraient été récoltés par le Lazarus Group. C'est une part de marché qui est absolument tétanisante. Et leur plus gros coup, c'est CoinCheck, un échange de crypto japonais qui leur rapporte à lui seul plus de 500 millions de dollars. C'est le 3e plus gros vol de crypto-monnaie de l'histoire jusqu'à présent. Et du coup, on se téléporte en 2022, où ils soutirent l'équivalent de 622 millions de dollars au Ronin Network, la société mère à l'origine du jeu NFT Axie Infinity. Puis, c'est 41 000 Ethers, soit 100 millions de dollars, qu'ils soutirent à Harmony Horizon Bridge. Dans l'écosystème crypto, le nom Lazarus Group est tristement célèbre, et pour cause, il coûte cher, très cher, trop cher à cet écosystème. La Corée du Nord vivant en quasi-autarcie, les hackers de Kim Jong-un peuvent opérer tranquillement, détendus. Jusqu'ici, cette armée de hackers, elle semble utopique, parce que même si tout le monde sait où elle se trouve, impossible de les arrêter. Ils laissent quand même des traces, donc on arrive à remonter leurs actions. De là à savoir qui ils sont, moi j'ai pas de réponse à ça. Pourtant, en septembre 2018, les autorités américaines sont parvenues à identifier l'un des hackers et l'ont inculpé. Park Jin-hyok, 34 ans, accusé d'avoir participé au piratage de la Banque centrale du Bangladesh et au piratage de Sony. On ne sait pas grand-chose sur lui, excepté qu'il est diplômé de l'université de Kim-Cheek de Pyongyang et qu'il ne travaille pas directement pour les services nord-coréens de renseignement, mais pour Chosun Expo, une entreprise installée en Chine. Cette entreprise est en fait une société écran qui sert de façade aux opérations de cyberespionnage nord-coréennes. D'un côté, ses employés fournissent des prestations de développement de logiciels et de l'autre, l'argent perçu finance les cybersoldats lorsque ces employés ne s'adonnent pas directement aux directives de Pyongyang. 2 autres hommes ont aussi été identifiés comme membres du Lazarus Group et font aussi l'objet d'un mandat d'arrêt. Alors ces mandats d'arrêt, c'est quand même une preuve
que au niveau international, ou en tout cas certains pays se dressent contre ces hackers-là. Et c'est une manière de dire qu'à partir du moment où ils commettent des actions qui sont répréhensibles, il y a quand même une volonté de les sanctionner. Et dans certains cas, on a mis des mandats d'arrêt contre des gens qu'on savait qu'on ne pouvait pas leur arrêter maintenant. Si un jour, dans le futur, une de ces personnes traverse une frontière, le mandat va tomber sur eux et ils vont être arrêtés. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, alors on ne va pas éviter un mandat juste parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être exécuté. Si le FBI pense qu'il faut matérialiser le groupe Lazarus sur ces 3 personnes, probablement elles existent. 3, ça suffit pas à faire Lazarus. Évidemment, pas besoin d'être devin pour comprendre que les chances que ces inculpations débouchent sur de réelles arrestations sont quasi nulles. Mais au fond, c'est pas véritablement l'objectif premier de la justice américaine. Ils voulaient plus envoyer un message, dire aux potentiels futurs hackers « Attention les gars, il y aura peut-être des conséquences ». Accusée publiquement par les États-Unis pour ces hacks à répétition, la Corée du Nord a nié et a affirmé que c'était les genres de mensonges que seuls les États-Unis étaient capables de fabriquer, qualifiant le gouvernement américain d'empire du hacking. Et c'est peut-être là la grande force, c'est que, un peu comme Anonymous, pour ceux qui connaissent, ces groupes de hackers arrivent vraiment à dissimuler leur identité dans un monde où, globalement, on sait très rapidement qui vous êtes sur les réseaux. Si on additionne les dégâts causés à la fois sur les institutions financières classiques, mais aussi sur les crypto-monnaies, l'ampleur des opérations attribuées au Lazarus Group est choquante. Ils pourraient avoir volé plus de 2 milliards de dollars. D'après l'ONU, les observateurs et les commentateurs spécialistes de la Corée du Nord, la plupart de ces pièces d'or dissimulées et volées seraient consacrées directement au programme d'armement nucléaire. Je pense pas qu'on arrêtera Lazarus Group. Je pense qu'on arrêtera des membres de Lazarus Group et qu'ils se renouvelleront. Est-ce qu'on a arrêté les mafias? Non. Est-ce qu'on a fait tomber des systèmes mafieux? Oui. En guise de conclusion, j'aimerais quand même porter votre attention sur quelque chose d'absolument fou. Les membres du Lazarus Group vivent le rêve de tout vrai cybercriminel au cœur noir. Agir sans peur des répercussions, hacker un maximum de personnes, d'argent et de systèmes. Et le plus dingue dans cette affaire, c'est que pour eux, ils sont du bon côté de la force. Pour eux, ce ne sont pas des cybercriminels. Pour eux, la cause est juste. Alors, est-ce qu'un jour, on a la possibilité de se dire que Lazarus, ou en tout cas ces pirates nord-coréens, seront arrêtés? Soit le petit Kim va aller passer à la moulinette parce qu'il ne veut plus en entendre parler parce qu'ils ont trop d'informations, soit jamais. Soit jamais parce qu'après tout, aujourd'hui, ce groupe de pirates informatiques n'est qu'une marque. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est quoi? C'est une structure de 2, 10, 100, 1000 personnes. On n'en sait strictement rien. Faut pas oublier qu'on les appelait les gardiens de la paix au départ. Voilà, c'est du marketing. Ils ont mis en avant, et les politiques ont mis aussi en avant ce marketing de la malveillance encore plus efficacement. Pour réaliser à quel point est-ce que le Lazarus Group est une figure iconique du monde du cybercrime, on pourrait aussi mentionner le fait qu'ils aient croisé le chemin de plusieurs gros cybercriminels. Ils seraient responsables de WannaCry, virus rendu possible par les Shadow Brokers, et ils ont même fait affaire avec notre bon vieux Hush Puppy qu'ils ont utilisé pour blanchir l'argent du hack de la Banque de Malte en 2019. Le Lazarus Group est à mi-chemin entre une poule aux œufs d'or et une planche à billets. Pour Kim, cette armée représente un atout majeur. Devenir riche, renverser un pays, le champ du possible chez Kim est absolument infini. En bref, je pense qu'on pourrait voir le Lazarus Group comme tout simplement la plus grosse menace du cyberespace.